Bonjour et bienvenue dans Actuel, au sommaire cette semaine. Elles étaient au cœur de la révolution démocratique au Soudan. 2 ans après, les femmes continuent à lutter pour faire entendre leur voix et leurs droits. Rien dans le Coran n'impose aux femmes le voile, rien ne leur interdit de diriger la prière. Ce pourrait même être un instrument de lutte contre le patriarcat. Tel est le plaidoyer de Kaïna Baloul, première imam de France. Entretien à suivre. Longtemps, la direction d'orchestre a été réservée aux hommes. Heureusement, les mentalités commencent à changer dans la musique classique. Portrait de la chef vénézuélienne Gladys Marcano, repérée en France. Mais pour commencer, cette affaire qui attise les tensions entre la Turquie et l'Union européenne. Lors de leur visite à Ankara, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, n'a pas eu droit au même traitement que Charles Michel, président du Conseil européen. Et ce dernier n'a pas réagi. Erreur de protocole ou sexisme délibéré, ce qui s'appelle désormais le Sofagate montre à quel point les dirigeantes doivent encore se battre pour leur juste place. En 2019, une révolution aboutit à la chute d'Omar el-Béchir et les Soudanaises étaient en première ligne, réclamant non seulement plus de démocratie, mais aussi plus d'égalité avec les hommes. D'ailleurs, c'est une femme, Alaa Salah, qui était devenue l'icône des manifestations. 2 ans plus tard, certains droits ont été obtenus, mais l'émancipation totale est encore à conquérir. La journée des NAS commence par un acte a priori anodin. Mais faire du vélo au Soudan lorsque l'on est une femme reste une démarche militante. Depuis 2019, la loi sur l'ordre moral et public qui réglementait les faits et gestes des femmes a été abrogée. Mais le regard de la société pèse toujours très lourd. Il est possible de faire du vélo en pantalon et même avec des vêtements de sport. Mais socialement parlant, cela reste un problème. Quand on va dans certains endroits, des lieux publics ou des quartiers peuplés de gens très conservateurs, on ne peut pas s'habiller comme si l'on était ici, en plein centre de Khartoum. Les femmes sont assez peu nombreuses dans cet espace vert dédié au sport. Alors lorsqu'elles en croisent une, la conversation s'engage. Elle veut se joindre à moi. Elle m'a dit qu'elle m'appellerait plus tard. Malgré des progrès ces derniers mois, comme l'interdiction des mutilations génitales, les femmes doivent encore affronter de nombreux obstacles. Wahad Bajat est au cœur d'un procès qui fait beaucoup de bruit. Elle a rendez-vous avec Enas pour qu'elle lui donne des conseils. Le 8 novembre, Wahad est harcelée dans une station-service par un policier. Elle résiste et diffuse une vidéo en direct. Le policier n'apprécie pas qu'elle lui tienne tête et l'emmène au poste. Elle risque 1 an de prison pour agression et trouble à l'ordre public. Quand cet incident a eu lieu, je n'imaginais même pas que ce genre de choses pouvait encore arriver, aujourd'hui, après la Révolution. Nous n'avons pas de commission pour les droits des femmes. Nous n'avons pas de loi claire qui soutienne les droits des femmes. À cause de tout cela, ces événements continuent à se produire et les hommes n'ont pas peur des conséquences. Des activistes se battaient déjà pour leurs droits sous Omar el-Béchir. Emprisonné à plusieurs reprises, Issane Faghiri reçoit aujourd'hui un prix pour son action. Pour elle, le Premier ministre ne va pas assez loin. Il doit être plus rapide, plus décisif. Cela ne suffit pas de nommer 2 ou 3 femmes dans un gouvernement. À quoi ça sert ? Il faut des femmes activistes qui connaissent les problèmes que rencontrent les femmes. Issane Faghiri, comme d'autres, demande plus d'inclusivité au sein du gouvernement et de l'administration. Après une période pleine d'espoir, 2 ans après la Révolution, c'est pour l'instant la déception qui domine. Le Coran ne justifie pas l'oppression des femmes. Au contraire, il pourrait être interprété comme le meilleur instrument de lutte contre le patriarcat. C'est du moins le point de vue de notre invitée cette semaine, Kaïna Baloul, première imam de France, qui vient de publier « Mon islam, ma liberté » aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous racontez dans cet ouvrage votre parcours depuis l'Algérie, où vous ressentez très tôt le sentiment d'injustice d'être née fille, jusqu'à vos études coraniques et spirituelles qui vous mènent vers le soufisme. Vous plaidez pour un islam progressiste, on va y revenir. Mais avant cela, que répondez-vous à ceux qui estiment qu'une femme imam, c'est interdit par le Coran ?
Il suffit de revenir au texte fondateur de l'islam, c'est-à-dire le texte coranique, qui ne parle absolument pas de cette fonction ni au masculin ni au féminin. Il s'agit d'une fonction qui a été créée plus tardivement pour organiser le culte musulman. Donc il n'y a absolument aucune interdiction. Et puis quand on regarde la tradition prophétique, eh bien on trouve un cas, le cas d'une femme qui a été nommée par le prophète lui-même et qui s'appelait Waraqa. Donc elle a été désignée par le prophète pour être imam sur une assemblée mixte d'hommes et de femmes. Alors, dans votre livre, vous consacrez aussi tout un chapitre au voile, au hijab, et vous dites que rien dans l'islam ne fixe son obligation pour les femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Mon idée principale, c'est de dire que le corps de la femme, enfin en tout cas, on doit cesser de considérer que le corps de la femme est un enjeu politique, quel que soit le bord. Et malheureusement, c'est ce que ont toujours fait les courants fondamentalistes au sein de l'islam, mais ailleurs aussi. De toute façon, c'est toute la tradition patriarcale qui a toujours considéré le corps de la femme comme un enjeu, un sujet politique à gérer au niveau collectif et politique. Et souvent, ça a été des hommes, bien entendu, qui ont considéré, ou alors théorisé ce sujet-là. Au point de vue politique. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne, qu'on respecte la volonté et la liberté de chaque femme dans son rapport à son corps, qu'elle veuille porter le voile ou pas. Ensuite, pour revenir à la question du voile en lui-même, est-ce une obligation religieuse ou pas? Eh bien, revenons encore une fois au texte coranique. Eh bien, le texte coranique n'indique absolument pas, mais à aucun moment, le texte coranique ne parle des cheveux ou de l'obligation de se couvrir la tête ou les cheveux, mais il recommande seulement une tenue correcte, une tenue décente. Décente, pudique, effectivement. Pudique, vous plaidez pour un islam libéral qui promeut l'égalité entre femmes et hommes. Sur quoi vous fondez-vous ? L'islam libéral, écoutez, on se fonde bien sûr sur les textes fondateurs de l'islam, le Coran, la tradition, mais aussi sur les penseurs, sur la production intellectuelle des penseurs éclairés de l'islam, des penseurs réformistes qui existent en islam depuis le 19e siècle et on pourrait même remonter au-delà, et puis aussi sur la tradition spirituelle de l'islam qui est le soufisme. Et puis il faut savoir aussi que dans notre mosquée, on a une double appartenance, une appartenance spirituelle au soufisme et il y a le courant de la théologie rationnelle de l'islam qui est le courant mu'tazilite. Alors justement, le soufisme reste quand même ultra minoritaire dans le monde musulman. D'après vous, pourquoi ? Le soufisme, dans son essence, est un courant dit ésotérique, c'est-à-dire un courant qui est là pour accompagner l'être humain, le croyant, dans son intimité propre, dans son intériorité. Il n'a pas pour mission de faire un prosélytisme ou d'être un courant prosélyte ou qui fait un appel à la conversion à l'islam ou quoi que ce soit. Donc c'est un courant discret, mais en réalité qui existe au sein de l'islam dans tout le monde musulman depuis des siècles et des siècles. Et selon les époques, il a été plutôt majoritaire en réalité. Donc je pense qu'il est plus que nécessaire de redécouvrir cette tradition aujourd'hui. Une dernière question, Kahina Bahloul. Comment est-ce que vous êtes reçue ou acceptée parmi les musulmans de France notamment ? Il faut savoir aujourd'hui que dans la grande majorité des cas, les mosquées, les femmes sont reléguées à des salles secondaires, soit dans des sous-sols ou dans des balcons. Donc il faut tout le temps les cacher. Nous refusons cela aujourd'hui. Au XXIe siècle, nous considérons que la femme n'est plus une tare humaine à cacher, mais elle doit être considérée et respectée pour ce qu'elle est, au même titre que ses frères, les hommes. Et donc voilà, notre projet. Alors au départ, il a été un peu attaqué, controversé, mais nous constatons quand même une adhésion de plus en plus grande vis-à-vis de notre projet. Kahina Bahloul, je vous remercie beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre « Mon islam, ma liberté » aux éditions Albin Michel. Et je rappelle donc que vous êtes première imam de France, imam femme qui existe aussi au Maroc, au Danemark ou encore aux États-Unis. Savez-vous qu'aujourd'hui, encore moins de 5% des chefs d'orchestre sont des femmes en France, mais doucement, ce bastion masculin évolue. Éléonore Vanel et Natalia Ruiz ont rencontré la chef Glace Marcano pour nous. Une énergie magnétique,
un charisme envoûtant. Baguette à la main, sur une symphonie de Verdi, Glass Marcano révèle pour la première fois son style unique lors de la Maestra, une compétition réservée aux femmes chefs d'orchestre. Je rêvais souvent d'être là, mais jamais je n'aurais cru que ça puisse vraiment arriver. Soudain, j'arrive à la Philharmonie de Paris et je me dis « Waouh, j'y suis, c'est mon moment, je ne l'oublierai jamais ». Mais pour concourir à Paris, la Vénézuélienne de 25 ans a dû batailler. Pour l'argent d'abord, l'inscription à la compétition coûte 150 €, le salaire moyen dans son pays est de 2 €. Glass jongle déjà entre des études de droit et ses cours de musique. Ma mère m'a dit on va ouvrir un magasin pour vendre des fruits. Comme ça tu peux te faire de l'argent pour partir à Paris. Je travaillais le matin jusqu'à l'après-midi et le soir j'étudiais la musique avec ma professeure. Sa candidature est finalement retenue parmi plus de 200 chefs d'orchestre, mais nouvel obstacle dû à la crise sanitaire, le trafic aérien est totalement à l'arrêt au Venezuela. On s'est mis en contact avec l'ambassade de France à Caracas qui nous a aidés à trouver un vol humanitaire espagnol passant par Madrid. Et elle est arrivée à Paris, le concours était déjà commencé. Ça prouve qu'elle a un courage et une détermination incroyables. Ne parlant ni anglais ni français, la communication avec l'orchestre apparaît d'abord compliquée. Mais l'enthousiasme de la jeune femme se transmet rapidement. Elle décroche le prix de l'orchestre, décerné par les musiciens. En parlant vraiment juste musique, on se retrouve parce que c'est totalement universel comme langage. Et en fait, elle s'est très très bien adaptée. C'était vraiment enthousiasmant musicalement. Ce qu'elle a fait, c'était inattendu, c'était plein de fougue. Depuis, Glass a intégré le Conservatoire régional de Paris. Elle doit encore terminer sa formation. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous sur les réseaux sociaux.